plus de kilomètres parcourus, jusqu'à maintenant, ça s'accompagne de plus de pollution, plus d'émissions de CO2. Notre société est devenue hyper mobile. Gagner du temps, on est dans une course. Le temps, oui, c'est de l'argent. Et on est de plus en plus dépendant de nos modes de transport. On parle beaucoup de mobilité contrainte, choisie, subie. Les individus, ils n'ont pas tant le choix que ça. Est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de se déplacer? Qu'on ralentisse? Qu'on fasse moins de kilomètres? Agir sur l'espace, c'est aussi créer davantage de vivre ensemble dans des dynamiques de proximité, plutôt que de faire croire que le bonheur est forcément plus loin. Dans les années 70, la distance moyenne parcourue par jour, c'était 18 km. Aujourd'hui, on en fait 57, soit 3 fois plus. En moyenne, on se déplace au niveau de la population dans son ensemble, environ 1 heure par jour et par personne, et on fait à peu près de 3-4 trajets aussi. Ça, c'est quelque chose qui reste assez constant au cours du temps. Par contre, ce qu'on a eu comme transformation très forte sur les 2 derniers siècles, et particulièrement sur le dernier siècle, c'est une très forte accélération de la vitesse moyenne des déplacements. Donc on est passé schématiquement un peu de la marche à pied à la voiture, donc une accélération, une vitesse multipliée à peu près par 10. Et en fait, ça, on n'en a pas profité pour faire toujours les mêmes distances, mais en prenant moins de temps de transport. On en a surtout profité pour aller plus loin, donc faire plus de distances de déplacement. Donc c'est en ça qu'on peut comprendre aussi des tendances comme l'étalement urbain, les voyages à plus longue distance, etc., qui sont dus au fait qu'on a accès à des modes de transport qui sont plus rapides. Des temps préhistoriques jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on parcourait le même type de distance et on allait tous à la même allure. Les gens doivent vivre au XVIIe siècle, jusqu'au 19e d'ailleurs, dans un rayon de 7 km. 90% de la vie des gens, c'est un rayon de 7 km autour de leur habitation. Donc il faut imaginer ce monde. En fait, on ne peut que le comprendre qu'en allant à pied à 7 km de chez soi et revenir. Là, tu comprends ce que c'était la lenteur homogène des origines de l'humanité jusqu'au 19e siècle. Tout le monde va à la même allure. C'est une innovation technique qui va bouleverser l'humanité. L'invention du moteur fait que l'humanité trouve une sorte d'énergie pour effectivement aller plus vite. La vitesse, bien plus tard, se diffuse avec l'incroyable automobilitas, c'est-à-dire la capacité automobilitas à se déplacer soi-même et aller n'importe où. L'automobile aujourd'hui n'est plus un luxe, mais le moyen de transport le mieux partagé, où l'on compte une voiture pour 5 habitants. Le XXe siècle est marqué quand même par le fait que l'automobile devient la structure centrale de la façon dont le territoire se fabrique, se vit. Toute la ville se reconstruit autour de l'automobile, notamment à travers l'habitat plus diffus et les centres commerciaux. Les lieux d'habitat vont se dissocier des lieux de travail. Et c'est là aussi une émancipation fondamentale des classes moyennes françaises, classes populaires et classes moyennes, qui vont chercher à ne pas confondre le lieu de travail et le lieu de résidence. Construite en un temps record, la cité abritera 800 familles qui jouiront d'un maximum d'ensoleillement grâce aux façades orientées au sud. Les pouvoirs publics de l'époque, certes, encouragent l'automobile, mais ils encouragent également tous les autres modes. Et on réfléchit à des choses parfois utopiques. On réfléchit à des transports aériens, on réfléchit à un développement considérable de l'hélicoptère, mais vu les nuisances, cela ne va pas avoir lieu. On envisage sur les échangeurs du boulevard périphérique parisien des héliports systématiquement. Et donc que l'on prenne n'importe quelle ville, on va certes développer le réseau d'infrastructures primaires de voirie, mais on va développer aussi beaucoup les chemins de fer. Pour le cas parisien, ceci est très révélateur. On va inventer le réseau express régional, le RER, et l'on va prolonger enfin le métro en banlieue. La SNCF fait des efforts importants pour améliorer son réseau de banlieue. Et bien là, on commence à avoir une urbanisation un peu de nappe, et les villes s'étalent de façon fantastique. Paris voit sa population multipliée par 7 entre 1800 et 1970, mais la surface de Paris est multipliée par 65. C'est-à-dire qu'on a vraiment un phénomène un peu dendritique, une sorte de pieuvre, avec des gens qui vont de plus en plus loin. D'un côté, des villes très très bien
connectées, où on a des mobilités de cadre à cadre, hein, de pôle à pôle, avec des cadres d'affaires. On parle de pôle d'échange, des temples de la mobilité. Hein. Là, on est vraiment dans le cœur d'une sorte de symbole de la mondialisation. Hein. À l'inverse, on a des personnes qui peuvent se trouver dans des lieux de relégation. Et du coup, des personnes parfois qui sont obligées de faire l'essuie-glace, avec des mobilités pénibles et des mobilités de surcroît coûteuses. Quand on parle de mobilité, on n'est donc pas tous égaux. On a beau vouloir être écolo, moins polluer, limiter nos émissions de CO2, on n'a pas toujours la possibilité de choisir son mode de transport. Soucis pour les usagers, problème pour le gouvernement. Le trajet domicile-travail est devenu une préoccupation nationale. 2h30 par jour. Voilà, 2h30 approximativement. Et c'est vraiment très très coûteux au point de vue fatigue, parce que c'est du temps que je passe en moins chez moi. S'il y avait possibilité de trouver du travail plus près de chez moi, ça, j'hésiterais pas une seconde, quoi. Les individus, ils n'ont pas tant que le choix que ça. Ils sont soumis à des contraintes. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de mobilité contrainte, choisie, subie, contraignante, avec beaucoup d'imprévus. Et là, il y a plein de facteurs, de variables qui vont s'entrecroiser. Il suffit qu'on soit femme, monoparentale, avec des enfants qui habitent en banlieue, qui travaille, qui a 3 boulots pour y arriver. Clairement, on n'est pas sur le citadin qui a la possibilité de prendre son vélo pour se rendre à son travail à des horaires flexibles et qui a la possibilité d'éviter des bouchons. Et qu'est-ce qu'on fait en fait de ces gens qui sont mis de côté en fait même quelque part? On parle beaucoup de société accélérée ou quoi, on parle beaucoup d'un rythme dominant accéléré et freiné, des rythmes de vie, mais il y a plein de gens qui sont exclus de cette société accélérée, qui ne sont pas dans ce rythme-là et qui aimeraient aussi être dans ce rythme-là. Madame Guillou sort de chez elle, dans une cité HLM de la ville. Il est 7h23. 8h44, Madame Guillou sort de la station de métro Convention. Encore 10 minutes à pied avant d'arriver à son travail. Il y a une violence aussi à cette société de vitesse, en ce sens que les handicapés, des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter différents véhicules, eh bien, ils se retrouvent aussi marginalisés. Donc la montée en puissance de la vitesse a aussi créé très fortement la montée en puissance des inégalités sociales. Symbole de cette inégalité sociale des transports, l'avion. Business ou loisir, il reste réservé aux catégories sociales les plus aisées. Bon, et c'est aussi le mode de transport le plus polluant. Éviter les voyages à très longue distance, pourquoi pas. Mais pour lutter contre le dérèglement climatique, comment limiter nos déplacements quotidiens? La mobilité n'est pas forcément un idéal aussi à atteindre. Donc au-delà, comme beaucoup d'élus, de jouer uniquement sur la mobilité, aller plus vite, faire des ronds-points, toujours, etc., eh bien, peut-être qu'on peut jouer sur l'espace et essayer de renforcer au contraire les proximités. Proximité entre les lieux d'emploi, entre les lieux de résidence, entre les lieux de commerce. Et agir sur l'espace, c'est aussi limiter les mobilités lointaines, qui sont parfois très coûteuses pour les gens. Vous prenez votre voiture tous les matins pour aller travailler? Vous n'avez pas de transport en commun? Absolument pas, non. Et ça ne vous fait rien de dépenser de l'argent pour l'essence? C'est quand même pas tellement plaisant, hein. Faut pas que ce soit satisfaisant. Là où on voit que c'est le plus efficace en termes de transport, de mobilité durable, c'est les villes moyennes et petites. Donc il faut qu'on arrive à sortir de cette logique de métropolisation qui a créé des villes pour aller vers une redensification peut-être de villes petites et moyennes. Donc il y a une question d'équilibre du territoire. Cet équilibre des territoires, il se joue aussi à travers les réseaux d'infrastructures, à travers le déploiement du réseau ferré, etc. Ça demande de pouvoir réintroduire tous les services nécessaires en termes de logement, en termes d'alimentation, en termes de santé, en termes de travail, pour pouvoir faire en sorte que les gens aient à disposition et dans un périmètre restreint tout le nécessaire pour pouvoir vivre. Et ça permet aussi d'une autre manière de rapprocher les habitants et de pouvoir favoriser aussi les échanges entre eux, de pouvoir se passer aussi de certaines technologies et favoriser aussi certains modes de déplacement collectifs comme le covoiturage, même si on reste sur la voiture, ou via les mobilités douces. Décidément, en matière d'écologie, le progrès est inversement proportionnel au coup de pédale. Peut-être qu'on peut créer davantage de vivre ensemble dans des dynamiques de proximité plutôt que de placer des liaisons lointaines et de nous faire croire que le bonheur est forcément plus loin, que l'herbe ailleurs est toujours plus verte. Ben non, pas forcément. Si on aménage bien les petits territoires de proximité, cela aussi peut permettre de limiter des mobilités contraintes.